Je vais passer la parole à Emmanuel, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Voilà, on va essayer de faire vite parce qu'on a beaucoup de retard et on va essayer de dire l'essentiel. Je prends ça. Je compte sur vous. 3/4 d'heure, c'est ça? Un peu moins. Un peu moins. Ok, on y va. Bonjour à tous. Mais c'est très bien parce que la présentation précédente nous a fait aussi une bonne transition. On va aussi parler de la rencontre entre le seconde main et le numérique, en fait. Parce que le numérique fait exploser complètement aujourd'hui le marché du seconde main. On a plein d'exemples super intéressants de ça maintenant. Moi, je voulais vous donner quelques chiffres qui montrent cette effervescence-là, qui fait vraiment sortir le marché de seconde main de ces secteurs traditionnels, c'est-à-dire les fauchés, les hyperbranchés décalés ou les écolos radicaux. Alors, le marché hexagonal du seconde main, c'est 1 milliard d'euros maintenant. Il y a 30% des Français qui ont acheté au moins un vêtement d'occasion en 2018, contre moitié moins en 2010. 1 milliard d'euros, c'est aussi le chiffre d'affaires de Vinted, qui est l'appli qui monte et qui bouleverse pas mal tout ça, avec une croissance annuelle de 300%. Et puis en 2017, H&M a investi 2 millions d'euros dans une société suédoise de seconde main qui s'appelle Sellpy. Et H&M est même en train de tester la revente, enfin la vente de seconde main sur le site Another Stories. Donc quand H&M s'y met, on peut se dire que ça va exploser, sûrement encore. Et puis un dernier chiffre, il vient de ThredUp, qui est un site américain, une plateforme de vente de vêtements entre particuliers, qui fait chaque année un rapport sur ce secteur-là. Et dans son dernier rapport, il affirme qu'en 2028, le marché du seconde main dépassera celui de la fast fashion. Alors, nous avons avec nous Lucie Soulard, qui est fondatrice de Place2Swap, Sophie Lepers, qui est responsable des projets digitaux chez Camaïeu, Arnaud Jacques, qui est responsable des affaires publiques de Le Bon Coin. Et puis vous, j'ai oublié votre nom parce que je pensais que vous ne monteriez pas sur scène. Mais je suis très heureuse que vous soyez là avec nous. Caroline Granger, qui est au Bon Coin aussi, et votre fonction... Voilà, responsable des médias. On commence avec vous, Lucie Soulard. Vous nous expliquez ce que c'est Place2Swap? Donc bonjour à tous. Place2Swap, ça vient du constat que vous avez fait en préambule, à savoir qu'il y avait aujourd'hui un marché qui explosait complètement, qui était celui de la deuxième main, et que ce marché, il échappait complètement aux marques, puisqu'il était préempté par des plateformes que vous avez citées, type Vinted ou Vestiaire Collective. Donc partant de ce constat et de celui qu'aujourd'hui, toutes les marques de retail cherchent absolument à ramener les gens en magasin, on s'est dit comment transformer ce qui peut apparaître comme une menace aujourd'hui pour le business, précisément en opportunité business, et en une manière de ramener également le consommateur en magasin. Donc on a créé cette solution qui est une marketplace en marque blanche qui vient se plugger sur le site de e-commerce des marques et qui est une plateforme de mise en relation vendeurs-acheteurs d'occasion. C'est une manière du coup pour les marques de se réapproprier ces échanges, de reprendre également la main sur l'image, puisqu'aujourd'hui, quand on est sur une plateforme tierce en tant que marque, on n'a pas du tout la main sur ce qui se vend et la manière dont on souhaiterait que les produits soient mis en avant. Et troisièmement, également une manière de se positionner de manière durable et rentable dans l'économie circulaire, puisqu'on incite ainsi les marques à allonger la durée de vie de leurs produits et à revendiquer cet aspect circulaire qui aujourd'hui manque très souvent et qui est en tout cas une attente forte de la part des consommateurs. Ok. Votre modèle économique, comment ça fonctionne? Alors, donc nous, encore une fois, on est en marque blanche, donc nos clients, c'est les marques, et on vient leur proposer de venir plugger cette solution qui est entièrement customisée à leur image, avec un parcours dédié, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques quand on est un Camaïeu ou quand on est une marque de luxe accessible. Et ensuite, donc, une fois que ce site est développé, on est vraiment dans un site dans le site, on a un système d'abonnement
avec une partie fixe, une partie variable sur le nombre de transactions qui ont lieu au sein de la plateforme. D'accord. Vous avez eu du mal à imposer cette nouvelle idée ou alors je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout le même accueil que quand on a commencé il y a 2 ans et demi. Quand on a commencé, on nous a regardé un petit peu avec des yeux de merlan frit en disant « mais de quoi me parlez-vous » Au mieux, on ne connaissait pas l'existence de ce marché. Au pire, on faisait un peu la politique de l'autruche. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur le marché, tout ce qu'on voit, toutes les opérations dont vous parlez aux États-Unis et les marques qui commencent à s'y mettre sérieusement, on nous regarde très différemment. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans et demi, on a de l'appel entrant pour déployer la solution. D'accord. Donc les marques sont mûres aujourd'hui pour y aller. Alors, je ne dirais pas toutes les marques, mais en tout cas, il y a vraiment une évolution de l'état d'esprit et en tout cas une prise de conscience que ce marché, il est en train de tout rafler sur son passage et qu'il faut absolument s'y mettre avant qu'il soit trop tard. Également une prise de conscience que le consommateur change, il évolue et qu'on a des millennials qui aujourd'hui vont sur une plateforme d'occasion avant même d'aller sur la plateforme de la marque pour voir si le produit qu'ils recherchent est disponible. Donc c'est ça qu'on dit aux marques, c'est que si vous ne le faites pas maintenant, eh ben, c'est toute cette cible, tous ces millennials qui vont complètement vous échapper. Donc en fait, c'est un non-sujet, il faut y aller. D'accord. Et votre service aujourd'hui, il est disponible sur quel site ? Alors aujourd'hui, on est déployé chez Camaïeu et dans le cadre d'un pilote aux Galeries Lafayette. On vient de signer 2 autres marques et on en a 4 autres qui sont très avancées. Donc dans le secteur de la mode, mais pas que, puisque précisément l'intérêt de la solution, c'est qu'elle s'applique à d'autres marques que celle de la mode du PAP. C'est un gros développement numérique ? Ça dépend du niveau du nombre de fonctionnalités qui sont souhaitées. Ce qui est le plus long, généralement, c'est le cadrage. Donc voilà, vraiment définir en amont les fonctionnalités. Le développement en tant que tel, il prend 3 à 4 mois, ce qui n'est pas très long pour un outil numérique. Ok. Donc on a ici une représentante de Camaïeu qui a mis en place ce service, Sophie Lepers. Comment ça s'est passé l'introduction de Place to Swap à Camaïeu ? Bonjour à tous. Donc effectivement, on a rencontré Place to Swap lors d'un pitch au PICOM. Le sujet a vraiment interpellé notre direction et du coup m'a demandé de creuser. Donc en fait, on s'est rencontré avec Lucie et moi, c'est un sujet que je connaissais à titre personnel. Donc j'étais déjà positionnée sur le marché de l'occasion. Donc forcément, quand Lucie m'a exposé le projet, forcément, ça m'a tout de suite parlé et on a tout de suite pensé chez Camaïeu que c'était une réelle opportunité. Au moment où on a commencé à se parler, donc ça fait bientôt 2 ans maintenant, je venais juste d'arriver chez Camaïeu, on avait 800 000 pièces Camaïeu en vente sur Vinted. Donc voilà, c'est une vraie réalité et c'est ça qui nous a aussi vraiment envie de lancer le projet. On est à Alors les derniers chiffres, 1,5 million, c'est ça ? Ouais. Sur Vinted de pièces Camaïeu. Sur Vinted, pas encore sur le vide-dressing, mais ça viendra. Ok. Donc ça vous a convaincu. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les équipes de Camaïeu de tester ça ? Est-ce qu'il y a eu des résistances ? Alors, ce n'est pas vraiment une difficulté à convaincre. Au sein de la direction, il y a vraiment eu très très vite une adhésion au projet et surtout une vraie prise de conscience par rapport à la réalité du marché du second choix. En revanche, ce qui était plus compliqué, c'est que, évidemment, je pense que comme toutes les enseignes, on a des roadmaps extrêmement chargés, on a des projets informatiques dans tous les sens, dans tous les coins, au sein de toutes les directions. Donc c'était plutôt de se dire, mais finalement, comment ce projet innovation va rentrer dans la roadmap ? Donc ça a été la difficulté. Donc ce qu'on a travaillé avec Lucie, c'est plutôt de se dire, mais finalement, comment mettre en place ce projet, ce test, vraiment de lancer un pilote tout en faisant rentrer le projet dans la roadmap. Donc on a complètement revu le parcours client proposé pour pouvoir l'adapter et le lancer rapidement. Donc ça a pris un peu de temps en termes de prise de décision pour bien caler le parcours, le process, le planning, de mettre les bonnes personnes sur le projet. Ça prend du temps, en général en interne. En revanche, après, effectivement, une fois que nous, chez Camaïeu, on était plutôt en phase avec la mise en place du projet, là, avec Lucie, ça a été très très vite avec Place to Swap, puisque déjà le site était déjà presque prêt. Il y a eu des adaptations à faire par rapport au parcours client qu'on s'était, nous, inscrit, mais la mise en œuvre a été plutôt rapide. D'accord. Alors, c'est quoi le parcours client, justement ? Comment ça fonctionne si je veux acheter quelque chose d'occasion chez Camaïeu ?
Alors, comme disait Lucie, en fait, on a développé un site web, donc une plateforme où on met en relation des vendeurs et des acheteurs de produits d'occasion. Et en fait, la différence avec un Vinted, c'est que la vendeuse va choisir des magasins où elle peut déposer son produit. Et la personne qui va acheter son produit va choisir un magasin parmi lesquels la vendeuse a sélectionné. Et l'échange du produit se fait dans nos magasins. Donc, grâce à une vente sur la plateforme d'échange, on va générer 2 visites dans nos magasins. C'est un service qu'on a voulu aussi gratuit pour les clientes. Donc il n'y a aucune commission. On ne se positionne pas du tout, nous, Camaïeu, sur une prise de commission ou même sur une facturation de frais de livraison. C'est un service qui est complètement gratuit pour répondre à des vraies valeurs éco-responsables et RSE. Pour nous, il y a un vrai engagement dans la marque et bien sûr sur un engagement, sur un objectif commercial de générer du trafic dans nos magasins. Vous l'avez mis en test. Pardon, oui, j'étais en train de réfléchir à la question que j'avais oubliée. Donc, c'est les clientes et les clients qui fixent le prix de vente du produit eux-mêmes. Absolument, oui, tout à fait. Librement. Okay. En fait, le vendeur choisit de publier, je pense que vous connaissez tous par cœur Vinted, mais vous prenez en photo votre produit, vous publiez sur la fiche produit, le libellé, le prix, l'état, etc. Et vraiment, c'est l'échange. Nous, Camaïeu, on n'intervient pas dans la vente entre particuliers. D'accord. Donc, depuis combien de temps maintenant le service est en test? Donc, on a lancé un premier pilote le 5 octobre 2018 sur 18 magasins, 12 sur la région de Lille et 6 sur Paris. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors le test était sur une période de 6 mois. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a vu trop petit, très, très honnêtement. En nombre de magasins en nombre de magasins, tout à fait. Puisque on a ouvert sur 18 magasins, mais finalement, ce n'est pas suffisant. Donc là, on a relancé une période de test sur toute la région parisienne et aux alentours. Donc on a aujourd'hui 120 magasins en pilote. Okay. Et comment ça se passe? Quels sont les résultats? Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu en tête à nous donner? Oui, alors quand on a lancé en octobre, on a eu des très très bonnes retombées en B2B, notamment en presse. On a eu plus de 40 publications presse, dont une diffusion sur BFM en télé. Donc ça, c'est extrêmement rare pour Camaïeu. Oui, vous me disiez que c'était la plus grande retombée presse que vous ayez eue. Absolument, oui, tout à fait. On a eu, sur BFM, ils en ont parlé spontanément, sans qu'on intervienne du tout. Donc ça, c'était vraiment, on était très contents au lancement déjà de l'impact que ça pouvait avoir dans le monde professionnel. Et après, auprès de nos clientes, on est très content aujourd'hui du nombre de visites qu'on a sur le site. Ça fonctionne bien et encore, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin parce que une des réticences aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on lance un nouveau service, il faut l'accompagner d'un vrai plan de communication. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens aussi de l'animer et de le faire vivre. Donc ça, on a encore des progrès à faire dessus. Mais on est très content en termes de visites et en nombre d'annonces qu'on a sur le site. On a plus de 2500 annonces aujourd'hui. En revanche, effectivement, on a encore à démontrer les ventes. On a très peu de ventes pour le moment. Et c'est pour ça qu'on a ouvert aussi sur beaucoup plus de magasins. On pense que vraiment d'ouvrir la possibilité de se faire livrer dans plusieurs magasins peut permettre d'accélérer les ventes. Donc là, on est en test. Parce que jusque-là, vous communiquez comment? Alors, on communique surtout sur notre site camaïeu.fr. Donc c'est la majeure partie du trafic qui est généré vers le site du V-Dressing. On a fait de la distribution de flyers en magasin. On communique sur les réseaux sociaux. On fait un peu sur un plan de communication classique, d'achat de payants, etc. D'accord. Ok, merci. Lucie, vous avez appris des choses avec cette première expérience sur votre service et la façon dont il va évoluer et dont il peut énormément. Évoluer. Ce que disait Sophie, c'est que nous, on a été amenés à être présentés donc avec le PICOM et on était vraiment dans cet objectif de co-construction et je pense que c'est aujourd'hui l'une des raisons du succès avec Camaïeu, c'est qu'on est depuis le début avec Sophie dans la co-construction. Nous, on avait une idée, effectivement, qui était basée sur ce qu'on avait constaté, notre propre expérience en retail précédente et avec l'expertise aussi de Sophie, on a construit ce parcours qui était le plus adapté à un parcours mass market. Ce qu'on a proposé sur Camaïeu, clairement, c'est pas ce qu'on proposera sur des marques un peu plus haut de gamme ou sur des secteurs différents. Donc oui, on apprend en faisant. On a vu le niveau d'engagement qu'il pouvait y avoir chez les consommatrices Camaïeu et qui était un indicateur très très fort du fait que
ce genre de service est attendu. Et du coup, ça nous a donné plein d'idées sur la manière de continuer à valoriser ça, à faire travailler la communauté pour faire grandir le service. Donc oui, on apprend tous les jours avec ça. Ok. Bon, merci à vous deux. Arnaud, Caroline, Le Bon Coin, donc vous êtes synonyme de seconde main maintenant. Enfin, redites-nous les chiffres de visite sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est 28 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc ça fait de nous le 5e site de France derrière 4 Américains. Ok, et les vêtements, ça représente quoi? Alors les vêtements, en temps réel, en temps T, c'est 6 millions d'annonces en ligne. Plus maintenant, depuis quelques mois, on a racheté V-Dressing, où il y a 1 million d'annonces aussi. Donc au global, ça fait 27 millions. Et l'année dernière, on estime le nombre de ventes, alors uniquement sur Le Bon Coin, à 20 millions sur la mode. D'accord, donc vous êtes un des poids lourds du seconde main de vêtements en France, on peut dire ça comme Oui. ça. Vous nous expliquez, vous nous racontez comment marche Le Bon Coin, et les différences entre... On peut faire un petit comparatif entre Le Bon Coin et V-Dressing. Voilà, quelles sont les identités de ces deux sites? Oui, ouais. On se concentre sur les vêtements maintenant. Ouais. Alors Le Bon Coin, on va être honnête, la catégorie mode n'est pas encore très... Elle est très grosse, elle est très puissante, mais objectivement, elle n'est pas encore très opérationnelle, puisqu'il n'y a pas beaucoup de critères de sélection, de taille, de marque. Voilà, donc tout ça, on y travaille, et ça, en juin, ça sera d'équerre. Et cette accélération sur la mode, on a pu la faire justement parce qu'on a racheté V-Dressing en fin d'année dernière. Et V-Dressing, ils étaient intéressants pour nous parce que déjà, c'est une plateforme qui est assez réputée, qui est française, qui était important aussi, toujours nous, dans notre philosophie d'acquisition. Et surtout, en fait, ils sont très très bons sur la contrefaçon. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Alors, ça veut dire quoi? Ils sont très très bons sur la contrefaçon? Ça veut dire qu'ils ont, en fait, toutes les pièces sont contrôlées par des algorithmes. S'il y a un doute, il y a du contrôle humain. Et en plus, ils proposent en option de faire envoyer son produit à V-Dressing, où c'est authentifié par notre service juridique, qui peut délivrer un certificat de garantie et d'authenticité. Donc voilà, ça c'est une prestation qu'assez peu de sites font. D'accord, parce que ça c'est un enjeu énorme, l'authentification des produits, la contrefaçon qui diffuse avec sur pas mal de marketplaces, avec voilà. le développement du marché voilà. du second main. Donc c'est vrai qu'au Bon Coin on est attentif à ça, on est signataire de la charte anti-contrefaçon, mais on n'a quand même pas une expertise aussi forte que celle de V-Dressing. Et donc voilà, donc on apprend d'eux là-dessus. Et ensuite, V-Dressing, ils ont aussi un service qui s'appelle Satisfait ou remboursé, comme une vraie marketplace. Et en fait, ça c'est pareil, c'est unique sur la seconde main, alors même pas que sur la mode, je pense que c'est unique sur la seconde main en général, où on peut renvoyer un produit s'il ne nous plaît pas, et il n'y a pas de critères particuliers. Voilà, si vous êtes trompé de taille, si finalement vous ne l'aimez plus, vous pouvez le renvoyer comme dans un e-commerce normal. Voilà, donc, oui, parce que sur Le Bon Coin, jusque-là, vous sur n'avez Le Bon pas Coin, de service, ni de paiement. Non. Enfin, alors, on n'avait pas le paiement, donc là, on l'a transport. lancé il y a quelques mois. On est en train de lancer la livraison. Donc, avant l'été, tout le monde pourra se faire livrer sur Le Bon Coin, même si on ne sait pas exactement combien ça va représenter d'échanges, parce que sur Le Bon Coin, 80% des échanges se font de la main à la main. On est vraiment un site de proximité et d'échanges en réel, mais pour les 20% restants, on trouvait que c'était important de proposer ça. Donc c'est pareil, on s'est appuyé sur V-Dressing qui était beaucoup plus expert là-dessus. Et voilà. Et sinon, en termes de positionnement, je dirais que Le Bon Coin, c'est un peu plus mass market et il y a énormément de produits enfants. Là où V-Dressing, c'est une gamme très très large, puisque c'est, voilà, comme un peu le dicton chez nous, c'est de Zara à Prada. Donc, pardon, de Zara à Prada. D'accord. Et donc on trouve du mass market, du milieu de gamme et du très haut de gamme. D'accord. Voilà. Ah oui, ça y est. Oui. J'entendais un tout seul le mot, spectre. de Zara On à fait tout Prada, le ça y est. spectre. Voilà. Depuis Zara jusqu'à Prada. Excusez-moi. Pardon. C'est moi, c'est je moi. parle un peu vite. Arnaud, peut-être vous pouvez nous dire si vous comptez garder les spécificités de ces deux sites. Enfin, parce que on a bien compris que vous vouliez apprendre de V-Dressing, plein de choses, mais est-ce qu'il va y avoir une fusion à la fin ou qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a de la place pour les deux?
Oui, de la place pour les deux. Non, en fait, c'est on va dire dans l'ADN du Bon Coin aujourd'hui, de vraiment, dans notre stratégie, de réaliser un certain nombre d'acquisitions, et donc faire beaucoup de croissance externe. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Bon Coin, on a une puissance et une audience qui est très très élevée. Donc, c'est plus d'un Français sur moi qui se connecte sur le Bon Coin. Et la manière dont on se développe, c'est que sur le Bon Coin, il y a 73 catégories différentes. Et donc, on avait déjà historiquement une position de généraliste, c'est-à-dire que les particuliers pouvaient déposer un peu des biens d'occasion, des appartements, des automobiles, etc. Et pour devenir encore plus puissant sur chacune de ces, ce que nous on appelle catégories ou verticales, le but c'est de s'associer avec des entreprises qui nous permettent d'aller encore plus vite, d'accélérer sur des marchés. Et notamment dans le cadre de la mode d'occasion, s'associer avec V-Dressing était quelque chose pour nous d'assez pertinent, sachant qu'ils avaient effectivement déjà une très bonne réputation. Et donc on est vraiment dans la complémentarité, c'est-à-dire le Bon Coin va apporter son audience pour V-Dressing, le fait de pouvoir aller plus vite, et puis V-Dressing, eux, vont nous apporter peut-être une expertise plus forte sur la contrefaçon, sur le e-commerce, sur la livraison. Et donc il n'y a pas de logique de qui mange qui. Enfin, c'est vraiment on avance ensemble. Et c'est ce qui s'est passé par exemple dans le secteur de l'immobilier. On a racheté À Vendre à Louer, un site qui se spécialise dans l'immobilier neuf. Et aujourd'hui, les deux marques continuent de subsister. Et À Vendre à Louer est passé de la 4e place sur le marché à la 2e. Et le premier, c'est le Bon Coin. Donc on est vraiment dans du gagnant-gagnant, quoi. Et on n'est pas encore à un moment de l'histoire de ce marché du numérique et du seconde main où il y a trop d'acteurs et la bulle gonfle, quoi. Il y a encore très peu... Enfin, il y a de plus en plus d'acteurs, mais il y en a encore pas beaucoup. Oui, il y a de plus en plus d'acteurs, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on est à un moment de bulle, enfin, comme il y en a eu dans plein de fois dans l'histoire du numérique et même avant, fin de l'économie, à un moment... Je dirais non, parce qu'en fait, il n'y a pas de bulle dans le sens où il y a des préoccupations environnementales qui sont très très élevées aujourd'hui. Le marché de l'occasion, le marché de la seconde main. Alors nous, on n'est pas nouveau parce que ça fait depuis 2006 qu'on fait de la seconde main, mais en tout cas, il y a une prise de conscience globale de la part des consommateurs qu'il faut mieux consommer, favoriser l'allongement de la durée de vie des produits, participer au réemploi. Et donc mécaniquement, comme vous le disiez en introduction, le marché de la mode, c'est 1 milliard d'euros. Il n'y a que 30% des Français qui achètent des vêtements d'occasion. Donc il y a encore un potentiel énorme sur ces marchés-là. Et donc effectivement, il n'y a pas de bulle. En revanche, il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à ce marché-là et qui veulent se positionner pour prendre des parts de marché. Ok, une question qui prolonge celle-là et qui s'adresse à vous tous. L'espèce de rouleau compresseur, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, comme ça de l'extérieur, que représente Vinted. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou comment vous regardez ça, l'évolution de cet acteur-là? Oui, puisque vous avez le micro, allez-y. Alors effectivement, je trouve que le terme est plutôt bien choisi, rouleau compresseur, parce que je pense que c'est assez caractéristique de la stratégie qu'ils ont employée en France, avec des investissements médias qui sont très 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 élevés. Donc effectivement, aujourd'hui, tout le monde connaît Vinted parce que tout le monde a vu les pubs à la télé. Donc c'est des investissements qui se chiffrent en millions d'euros. Donc bien évidemment, il y a cet effet, on connaît beaucoup Vinted. Nous, on part du principe qu'a priori, c'est bien qu'il y ait plusieurs acteurs sur un même marché, parce que ça permet d'en parler, et puis d'avoir des concurrents, c'est toujours bien aussi pour apprendre de ce que font les autres. En revanche, en tout cas en ce qui concerne le Bon Coin, on n'a pas forcément, entre guillemets, trop peur de Vinted, dans le sens où il y a 1 an et demi, on nous avait dit il y a un Américain tout bleu qui commence par un F, qui arrive et qui lance sa place de marché de petite annonce. Dans 6 mois, le Bon Coin, vous êtes mort. Et bon, a priori, en fait, c'est pas le cas. Et puis, ils ont plutôt décidé peut-être d'arrêter de faire ça en France. Donc, il y a aussi, je pense... Alors, attends, l'Américain tout bleu qui commence par un F, au cas où tout le monde n'ait pas deviné, c'est Facebook. Et vous m'aviez dit que c'était votre principal concurrent, en fait, oui, aujourd'hui. Alors, c'est notre principal concurrent, mais alors il faut le regarder d'un point de vue business. C'est notre concurrent dans le sens où Le Bon Coin, c'est une entreprise qui fait son business model, c'est sur la vente auprès des professionnels, et notamment donc de la petite annonce et de la publicité en ligne. Et Facebook est le concurrent principal sur la publicité en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les annonceurs qui viennent faire de la publicité sur Le Bon Coin, ils achètent aussi en priorité sur Facebook. Donc d'accord, c'est pas votre concurrent principal en termes d'annonces, de nombre d'annonces qui vont arriver. C'est d'accord, c'est le marché publicitaire. Ok.
Effectivement, par rapport à Vinted, nous, on s'est beaucoup posé de questions chez Camaïeu. En même temps, quand on a démarré la discussion avec Lucie, on n'a pas eu peur de Vinted, parce que c'est une réalité. Et au contraire, je dirais même qu'ils nous boostent et qui nous ont permis de prendre certaines décisions chez Camaïeu qu'on n'avait même pas imaginées, qui sont notamment le fait d'ouvrir notre vide dressing Camaïeu à toutes les marques. Et ça a été vraiment important parce qu'au départ, l'objectif était plutôt d'ouvrir la vente de produits d'occasion Camaïeu sur le vide dressing de Camaïeu. Et en fait, justement, en voyant l'essor considérable de Vinted, on s'est dit, mais si on ouvre uniquement aux produits Camaïeu, ça ne sert à rien. On est mort, la cliente ne va pas poser sur le site ses produits Camaïeu et sur Vinted ses produits d'autres marques. Donc pour nous, c'était un non-sens. Et la direction nous a vraiment suivis. Donc on n'en a pas peur. Et effectivement, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, ils nous permettent aussi d'aller un cran plus loin dans nos décisions. Oui, vous confirmez ça, Lucie. En fait, Vinted, ça a servi de prise de conscience à beaucoup d'acteurs du marché au fait que votre service était utile. Oui, sans doute que ça a aidé. Je rejoins les deux personnes d'avant en disant qu'il y a de la place pour tout le monde dans le sens où il y a des offres qui sont très différentes. On est sur une offre multicatégorie, multiproduit, mais du coup avec une expérience client qui est quand même moins abouti que quand on est au sein d'une marque. Moi, je prends souvent l'exemple de l'automobile, où on achète son produit d'occasion depuis très longtemps et qu'on préférera toujours aller dans une concession automobile que l'acheter à une personne dont on ne sait pas forcément d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle a fait de son produit, là où j'aurai une authentification, une certification et une forme de réassurance en achetant mon produit chez la marque et pas ailleurs. Donc nous, c'est vraiment ça. Le parti pris, c'est qu'on a une meilleure expérience utilisateur et on a cette notion de tiers de confiance qu'aujourd'hui on n'a pas quand on va sur Vinted. Ok, j'ai une dernière question à vous tous avant éventuellement de passer la parole à des personnes du public. Alors le seconde main, c'est indéniable, c'est plus écolo, ça permet de consommer moins de vêtements, d'en fabriquer moins. D'en fabriquer moins, c'est pas absolument certain, mais en tout cas de prolonger leur vie. Il y a quelque chose, ça ne veut pas dire que tous ces nouveaux comportements d'achat sont absolument sans impact. Il y a le transport, il y a l'emballage, toute la logistique. Est-ce que vous avez une idée des impacts de ça dans vos secteurs? Alors, peut-être pour vous, ça passe pas par du... Nous, on passe par le magasin, donc il y a des étapes qui sautent. Mais du coup, la question, c'est la seconde main est tout aussi polluante. Non, pas tout aussi, mais en tout cas, c'est pas sans impact. Je veux dire, c'est juste pour se sortir de la tête que parce que c'est du seconde main, on associe ça à du zéro impact. Voilà. Et est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à quels sont les impacts et comment on fait pour les minimiser éventuellement, quoi, aussi? Alors, zéro impact, effectivement, ça serait difficile à claimer. En revanche, qu'on encourage la deuxième vie et que, du coup, en sous-entendu, et nous, c'est aussi ça qu'on prône, c'est qu'on va améliorer la qualité des produits de première main parce qu'on sait qu'ils vont avoir une deuxième vie et que, du coup, in fine, il y aura des produits de meilleure qualité qui seront sourcés de meilleure qualité, qu'il y aura certainement des choses qui viennent de moins loin. Donc la boucle, elle est à prendre depuis le début et pas uniquement sur la fin de la chaîne de valeur. Et la proposition, elle est là, c'est qu'on consomme moins, mais mieux, in fine. Donc c'est difficile de partager, en tout cas de compartimenter chaque étape. Mais nous, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que au global, il y aura de toute façon un meilleur impact et une empreinte carbone qui sera moindre parce qu'il y aura plein de choses qui se sont améliorées tout au long du parcours et de la fabrication. D'accord. Et dans votre expérience, vous, à Camaïeu, ça passe forcément par les boutiques, donc il n'y a pas d'envoi par la poste, c'est ça? Ou par un transporteur? Alors oui, aujourd'hui, dans le parcours client, quand on s'inscrit, effectivement, l'échange de produits se fait dans nos magasins. En revanche, on ne s'interdit pas demain de faire de la livraison ou à domicile ou en relais. C'est clairement une évolution qu'on envisage. Donc effectivement, la question de transport, etc., elle n'est pas très honnêtement pour l'instant au cœur de nos préoccupations. En revanche, comme dit Lucie, c'est vrai que, alors je ne suis pas la bonne personne pour en parler, mais au niveau de la stratégie chez Camaïeu produit, il y a de très très grandes actions, et il y a beaucoup d'actions qui sont engagées autour de toutes les valeurs RSE. Okay. Oui, Arnaud.
Caroline. Alors nous, on n'a pas le détail sur l'impact environnemental des ventes de mode. Après, on a des données sur l'impact environnemental des ventes sur le Bon Coin en général. Et on sait que par exemple, en 1 an, il y a 32 millions de biens qui ont été revendus sur le Bon Coin, qui auraient été jetés s'ils n'avaient pas été vendus sur le Bon Coin. Combien, redites-nous? 32 millions. 32 millions. Okay. Et on sait que les reventes sur le Bon Coin permettent d'économiser 8 millions de tonnes de CO2, ce qui correspond à 3 ans de circulation à Paris. Donc on n'a pas encore le détail sur la mode, on l'attend. Mais voilà, c'est pas mal. Et après, nous, comme je vous le disais, nous, on a 80% des ventes qui sont de la main à la main. Mais comme on lance quand même la livraison, on est en train d'étudier des modalités pour faire de la compensation carbone là-dessus. Merci. Voilà. Des questions dans le public ? Oui, bonjour. En fait, c'est pour l'équipe Camailleux. J'ai pas très bien compris comment se passe l'échange entre clients des produits deuxième main dans vos magasins, parce que vous dites, vous faites une image avec les voitures. Les voitures, on va acheter sa voiture de location, sa voiture d'occasion parce qu'on sait qu'elle est passée dans les mains du garage et qu'elle est remise en état. Donc, est-ce que chez vous, il y a le même service ? Enfin, en fait, j'ai pas compris comment se passe le relais du produit en magasin. Oui, ça fonctionne. Alors en fait, le parcours client, effectivement, moi je mets en vente une robe sur le site. Je choisis 3 magasins dans lesquels je veux bien aller déposer mon produit. Et donc la personne va acheter, Lucie achète ma robe, et choisit un des magasins. Donc ça, la vente se passe sur le site. Ensuite, j'ai moi 5 jours pour aller déposer mon produit dans le magasin, dans un sachet, une petite boîte, ça peu importe, c'est pas défini, il n'y a pas de logique, de contrainte particulière, la cliente le dépose dans un sachet. Et ensuite, donc, la vendeuse confirme la réception du colis, mais en fait, on n'engage pas nos équipes, nous, chez Camailleux, sur la qualité ou la qualité du produit. Donc, on réceptionne le colis, et ensuite, Lucie a 5 jours pour venir retirer son colis en magasin. Et c'est comme ça que l'échange se fait directement. On n'a pas de contrôle ou du bon produit ou de la qualité du produit. Et pour compléter, en fait, le parallèle que je faisais, c'était pour dire qu'il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait la place, je le disais, pour le multicatégorie, le multi-produit, et de la place pour des offres monomarques, où là, il peut y avoir ce check qualité. C'était en ce sens-là que j'avais apporté cette précision. Une dernière question ? Bonjour. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge plus concernées, côté client comme côté vendeur ? Alors, nous, aujourd'hui, on n'a pas analysé cette partie-là. Très honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, toi, tu sais ? Alors, parfait. Alors, un autre ami américain qui commence par G cette fois peut nous donner beaucoup d'infos. Et je confirme que les personnes qui utilisent plus sont donc des personnes de 18 à 35. On parlait de millennials tout à l'heure, mais c'est très visible sur tous les échanges et sur le nombre de personnes qui transitent par la plateforme du vide dressing. Merci beaucoup à chacun et à tous.